Alors, a priori, l'économie mondiale devrait échapper à la récession cette année, c'est ce que nous dit le FMI. Mais, il y a un mais en Allemagne, un recul du PIB pourrait bien se profiler, la première économie de la zone euro, qui pourrait se contracter au deuxième trimestre si malheureusement la guerre en Ukraine devait se prolonger. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Alors, on en est loin encore une fois de la récession, mais de plus en plus d'économistes commencent un petit peu à parler du R word, restricted word, la récession. Exactement. Alors, Pas sur l'année, mais peut-être sur un trimestre. Voilà, exactement. Alors, il faut faire très attention parce que c'est pas mon scénario de base aujourd'hui, mais évidemment, de plus en plus de journaux financiers, de plus en plus d'économistes et de plus en plus d'institutions parlent de cette récession pour plusieurs choses. D'abord, vous avez vu l'inflation. On sait très bien que l'inflation, elle impacte la croissance mondiale puisque plus on utilise, plus on paye pour le chauffage, plus on paye pour les prix au gaz, à la pompe, eh bien, moins on va dépenser dans les magasins, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à un double choc. On est face à la sortie du Covid qui avait fait exploser la demande et de l'autre côté, la guerre en Ukraine. Et puis, on a un choc qui est dramatique sur les pénuries alimentaires et la hausse de l'alimentation, ce qui peut potentiellement, et ce qui a dans le passé conduit souvent à une récession. Et la dernière chose, pourquoi les économistes en parlent, c'est qu'on a cette fameuse inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire les taux à plus court terme sont plus élevés que certains taux à moyen terme, notamment aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux et historiquement, ça nous donne un signal négatif, en tout cas un signal récessionniste. Ouais. Par contre, j'ai envie de dire, en Allemagne, il y a cette possibilité, encore une fois, sur un trimestre, l'Allemagne, peut-être même d'autres pays, qui pourraient potentiellement avoir une croissance négative, une chute du PIB sur un trimestre. Là, pour le coup, Oui, c'est un scénario qui est plus plausible. on joue un petit peu sur les mots parce qu'on appelle ça une récession technique. Le premier trimestre en Allemagne devrait être marqué par une croissance du PIB. Ce qu'il faut rappeler, c'est récession, selon la théorie, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance du PIB négative. Alors là, le dernier trimestre en Allemagne était négatif l'année passée et pour des bases de comparaison, bien évidemment, et le premier pourrait être nul, voire légèrement négatif pour ce qui serait une récession, ce qu'on appelle une récession technique. Maintenant, ce qu'on est en train de voir et les arguments que j'ai donnés avant, c'est de dire que potentiellement on rentre dans ce qui s'appelle une vraie récession où on a une baisse forte de la croissance mondiale, de la croissance européenne, de la croissance aux États-Unis. Donc pour l'Allemagne, ce serait plutôt technique plus que fondamental. En tout cas, maintenant, à voir sur la fin de l'année, évidemment, sur la durée de cette guerre qu'on a en Ukraine. Combien on a enregistré, John, de récessions depuis la Seconde Guerre mondiale? Écoutez, si on prend le cas des États-Unis, on en a eu 13. Donc, c'est-à-dire qu'environ en moyenne, c'est chaque 6 ans, on a une récession. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'on a des récessions qui sont souvent qui se suivent et on a des récessions qui sont assez rares. On se souvient entre les années 90 et 2010 où l'écart entre les récessions était plus long. Mais en moyenne, on en a eu chaque 6 ans et 13 depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de commun, entre guillemets. Bon, je reviens juste, pardon, John, sur l'histoire de l'inversion de la courbe des taux. On commence un petit peu, c'est ça, un petit peu à voir aux États-Unis, qui est soi-disant annonciatrice d'une possible ralentissement ou de récession. En général, au bout de combien de temps on l'observe, cette récession, une fois qu'on a cette platification ou inversion de la courbe des taux d'intérêt entre le 2 ans et le 10 ans? Écoutez, si vous prenez les 5 dernières décennies aux États-Unis, eh bien, c'est en moyenne 20 mois après le déclenchement de cette inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire qu'elle vient de débuter aux États-Unis, ce serait donc à la fin 2023 si on respecte cette moyenne. Alors, ce qui est très important de noter, c'est que, en fait, l'inversion de la courbe des taux depuis les années 70, si vous prenez le 2 ans, le taux d'intérêt à 2 ans et à 10 ans, eh bien, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une inversion de la courbe des taux, eh bien, cette courbe des taux a été annonciatrice d'une récession, à part une fois, c'était en 1990. Donc, on est ici dans une situation où effectivement, on a quelque chose qui nous annonce que effectivement, dans un moment, alors en moyenne, on l'a dit, en moyenne 20 ans, eh bien, on va rentrer en récession. Mais vous savez, David, ce qu'il faut rappeler, c'est vrai que le mot fait peur d'une certaine manière, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les cycles économiques,
eh bien, la récession fait partie de ce cycle économique. Donc, après un boom qu'on a eu, potentiellement rentrer en récession, l'idée, c'est de se dire en fait que cette récession ne devrait pas durer longtemps. C'est comme ça qu'on peut mieux le digérer, parce qu'on a des récessions qui sont très longues. Donc, effectivement, ici, si on rentre dans ces récessions, ce n'est pas quelque chose de grave, ce n'est pas le krach boursier que certains pourraient attendre. Ouais. Bon, après, encore une fois, la récession, on ne voit pas trop, et on fait le lien avec la bourse et les marchés financiers. Il y a des thématiques qui seront impactées plus que d'autres ou moins que d'autres. Oui, historiquement toujours, si vous prenez les récessions, eh bien, vous avez certains secteurs qui marchent mieux, comme les détaillants, vous avez les biens de consommation de base, vous avez les cosmétiques, vous avez les producteurs d'alcool, de boissons alcoolisées, et puis vous avez les services publics qui s'en sortent le mieux. Alors, on expliquait ça, entre autres, par des besoins de base, entre guillemets, et aussi le fait que ces entreprises, normalement, versent un dividende qui paraît attractif lorsqu'on est dans des situations de récession. De l'autre côté, donc ça c'est ceux qui en bénéficient normalement, de l'autre côté, eh bien, on a les valeurs de croissance qui normalement baissent plus parce qu'elles sont plus amenées à être impactées par la volatilité du marché. Donc on estime que d'un côté, c'est les sociétés, donc les biens de consommation, etc. Et de l'autre côté, on a la croissance, les valeurs de croissance, les secteurs de croissance qui baissent plus parce qu'elles sont beaucoup plus volatiles. Alors, ce qu'il faut évidemment regarder là-dedans, c'est la qualité intrinsèque de l'entreprise, parce qu'évidemment, une entreprise avec une forte croissance, mais qui continue à avoir une forte croissance et qui est de bonne qualité, bah, évidemment, on va surfer aussi sur la vague. Ouais, après, on a du mal à imaginer un marché haussier sur les bourses et sur les actions Non. si on est en récession. Parce qu'il dit récession, dit baisse des profits, donc dit baisse des marchés. Donc ça veut dire qu'on Voilà. trouvera des valeurs qui vont surperformer, mais qui seront elles-mêmes dans le rouge. Oui, tout à fait. Alors, elles vont mieux performer que d'autres. Alors, on joue un peu sur les beaux là, mais ce qu'il faut rappeler, c'est, comme je disais avant, c'est l'anticipation de la longueur de la récession. Si on ne rentre pas dans une récession technique, mais dans une vraie récession, imaginons en début d'année prochaine ou fin 2023, si on a une anticipation que ça fait juste partie, entre guillemets, juste partie du cycle économique et qu'on va rapidement en sortir, eh bien ici, les marchés ne seront pas réellement impactés très négativement. Mais effectivement, c'est à la base, ce n'est pas le cycle économique où on a la meilleure croissance des bourses, ça c'est sûr. Ouais. Après, encore une fois, avec un baril de pétrole à 120 dollars, les économies atterrissent. Avec un baril à 200, et ce n'est pas de la science-fiction, parce qu'il suffit qu'il y ait un embargo sur le pétrole russe décidé par les Européens, et certains disent qu'on irait tout droit vers les 200 dollars. D'atterrissage de l'économie, la récession, après, il n'y a qu'un pas. Hein. Oui, tout à fait. Et on voit qu'aujourd'hui, on a la majeure partie des économistes qui abaissent leurs prévisions de croissance et on a aussi, surtout, la BCE qui ne voit toujours pas cette croissance baisser, puisqu'elle l'a baissé un tout petit peu à 3,7% cette année, mais on sait très bien que cette croissance ces prévisions de croissance sont beaucoup trop élevées. Donc effectivement, on est dans une situation où on essaie de jauger les impacts économiques de cette guerre dramatique en Ukraine. Et en plus, comme je disais, ce double choc de la demande qui explose et du fameux goulet d'étranglement qu'on a notamment en Asie, qui font exploser les prix et qui ont un impact négatif sur la croissance. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la banque Mirabaud. Merci John, salut. Merci David.